Bonjour à tout le monde. Donc, j'ai la lourde tâche de vous parler de troubles neurologiques fonctionnels et de stimulation magnétique transcrânienne, avec une double difficulté, c'est que les troubles neurologiques fonctionnels n'intéressent qu'une minorité de neurologues et que la stimulation magnétique transcrânienne est, pour ainsi dire, réservée à la dépression, donc faite pour les psychiatres. Mais je vais vous montrer que ces troubles sont autant neurologiques que les accidents vasculaires, la sclérose en plaques, le Parkinson, etc. Et qu'ils sont très intéressants à la fois dans leur sémiologie, leur physiopathologie et la manière dont on peut les traiter. Et enfin, j'essaierai de montrer que la stimulation magnétique, surtout périphérique, permet de mieux comprendre le mécanisme de ces troubles et qu'il s'agit d'un moyen très facile à utiliser par les neurologues avec une bonne efficacité. Alors, le concept de trouble neurologique fonctionnel est né en 2012, donc c'est relativement récent. C'est à la suite des travaux de neurologues anglais et surtout écossais qui ont analysé de larges séries et ils ont montré que beaucoup de patients n'avaient pas de psychopathologie sous-jacente et que souvent il n'y avait pas de facteurs psychologiques déclenchants. Donc, ils ont utilisé ce terme pour réintroduire ces troubles dans le champ de la neurologie. Alors, ces troubles regroupent des symptômes extrêmement différents. Alors, les plus connus sont les paralysies, très souvent associés à des troubles sensitifs. Il peut y avoir des mouvements anormaux fonctionnels, des crises non épileptiques, presque toujours des troubles cognitifs à type de troubles de la mémoire ou de l'attention et systématiquement une fatigue importante. Et enfin, il y a les douleurs chroniques primaires qui réalisent la plupart du temps un tableau de fibromyalgie. Donc, il existe des anomalies à l'IRM fonctionnel qui sont un argument fort pour considérer que ces troubles sont d'origine neurologique, mais vous pouvez aller voir le détail sur mon site. Quoi qu'il en soit, malgré tous ces éléments, la physiopathologie des troubles fonctionnels neurologiques est loin d'être éclaircie. Alors, l'historique de cette physiopathologie est certainement l'une des plus passionnantes de la médecine, en tout cas, je considère. Et là aussi, je l'ai détaillé dans mon site. Et actuellement, le modèle qui est le plus utilisé, c'est celui qui est proposé par les Anglais, qui est le modèle bayésien, que vous pourrez lire également sur mon site, mais qui est encore très psychologisant. Et j'avoue que je ne le partage pas. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que la plupart des malades réagissent surtout à la stimulation magnétique périphérique et qu'on verra qu'il y a beaucoup d'arguments pour penser qu'il y a un dysfonctionnement des capteurs proprioceptifs périphériques. Donc, le cerveau va être mal informé de l'état du corps et en retour, il va y avoir des troubles de la commande. Il peut y avoir de la fatigue, de la douleur, de la raideur. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, voici la méthode de stimulation magnétique transcrânienne focale qui est utilisée régulièrement dans chaque CHU et même en dehors pour la dépression. La technique que je propose est totalement différente parce que il faut savoir qu'il n'y a pas de cible. Et donc, tous les spécialistes de la stimulation magnétique sont d'accord pour dire que la stimulation focale ne marche pas dans les troubles fonctionnels neurologiques. Donc, j'utilise une stimulation dite large champ, donc je mets une bobine circulaire sur la tête du patient et donc je stimule jusqu'au seuil moteur. On voit que il y a des mouvements de la main là.
Et après, je stimule en périphérie à une fréquence plus élevée. Là, ici, c'est aux alentours de 5 Hz, mais maintenant, je monte plus haut, aux alentours de 20 Hz, avec une meilleure efficacité. Donc, je vais stimuler de façon un peu diffuse chez ces malades fibromyalgiques qui ont mal partout. Hein, et donc, après, là, je stimule au niveau du dos, hein, qui est une zone douloureuse extrêmement fréquente. Et je vous montrerai les résultats obtenus. Donc, vous voyez le type de stimulation que j'utilise. Alors, donc, maintenant, voyons les malades. Revenons au début. Hein, le début, c'est 1995. C'est l'année où j'ai obtenu mon premier appareil de stimulation magnétique transcrânienne. J'étais dans le service de neurophysiologie du CHU de Rouen. Je voyais des malades qui venaient de la pédiatrie, de la neurochir, de la neurologie. Et on me demandait d'analyser la voie motrice par la stimulation magnétique de patients qui avaient des troubles de la marche. Par exemple, cet enfant, il avait fait une chute sur le dos et il ne pouvait plus marcher. La réponse était normale, donc ça éliminait toute lésion. Et quand j'ai eu l'idée simplement de répéter les simulations à la fois en centrale et en périphérique, et donc vous voyez la situation. Donc là, il ne tient pas debout, hein, voilà. Et après la simulation, donc, excusez-moi, voilà, on voit qu'il remarche. Et ça, si vous voulez, on a fait une première publication d'un movement disorder avec 70 malades. Alors, on a eu des très bons résultats, 80% de guérison, mais il faut voir que c'était des malades qui avaient une paralysie qui venait d'arriver et qui donc était le motif d'hospitalisation. Et ils étaient stimulés immédiatement. Et dans ces cas-là, on a une efficacité très importante. Quand les paralysies sont plus anciennes, on a plus de mal. Par exemple, cette patiente-là, ça fait 10 ans qu'elle est en chaise roulante. On a commencé à la stimuler. Elle a commencé à marcher un petit peu. Bon, mais difficilement. Elle a fait 6 mois. Combien de temps qu'on vous stimule maintenant? Ça fait un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Et vous pouvez me montrer un petit peu ce que vous pouvez faire? Donc on l'a stimulé toutes les semaines et vous pouvez constater une amélioration notable. Alors on n'a pas toujours que des succès, hein, je vous montrerai, il y a des échecs. Là par exemple c'est une patiente qui venait de Rennes, est rentrée de vacances dans son école de prépa et bizarrement elle a fait un coma de 48 heures non expliqué. Elle était au CHU de Rennes. Ils ont considéré que c'était fonctionnel, elle est sortie du coma, mais elle était paraplégique. Elle est restée 4 mois dans un centre de rééducation très active, mais voilà le résultat des 4 mois. Hein, et donc, elle arrivait quand même à se mettre debout, mais mettre un pied devant l'autre était toute une épreuve. Et donc, après 3 jours de stimulation, elle a récupéré une marche normale, je ne l'ai plus jamais revue, elle va très bien. Et là, c'est une autre malade qui venait de Marseille. Hein, et donc, elle a une dystonie en extension du genou gauche et une dystonie en flexion du genou droit. Hein, vous allez voir un peu sa démarche. Hein, donc, c'est venu brutalement. Et puis, avec une dystonie des pieds. Et alors, on l'a simulé en centrale et en périphérique. Et le lendemain, donc, transformer la situation, tu vas nous faire une petite démonstration. Tu cours. Voilà. Donc, oui, jusqu'au bout. Hein, donc, vous voyez que on voit qu'elle est capable de plier à la jambe et que les orteils marchent normalement. Et là où les choses un petit peu se diversifient, ce malade-là, c'est un malade qui était en neurologie depuis 1 mois pour des troubles de la marche. Il était persuadé que ces troubles étaient d'origine organique. Et pour mettre un pied devant l'autre, il lui fallait plusieurs minutes. Mais en fait, on m'a appelé pour ce patient parce qu'il faisait des crises non épileptiques. Et donc, on m'a demandé de le stimuler. Et bizarrement,
Bon, les crises ont disparu, mais il s'est mis à marcher normalement. Donc, ce qui confirme le caractère purement fonctionnel du trouble et que, en fin de compte, crise non épileptique, dystonie, paralysie, tout ça, ce sont des troubles de même nature. Alors, la douleur, j'ai dit que la douleur était un symptôme fréquent. Hein, ce patient également de Marseille, il a fait 2 tentatives de suicide parce que ça fait 2 ans qu'il se déplace comme ça et que donc sa hanche gauche est extrêmement douloureuse et on l'a stimulé plusieurs fois par jour. Le lendemain déjà, on a pu constater une certaine amélioration, mais ce que je veux dire, il y avait encore une instabilité. Hein, et au bout d'une semaine de simulation plusieurs fois par jour, centrale et périphérique. Est-ce que vous pouvez accélérer un peu? Voilà. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas couru? 3 ans. 3 ans. Voilà, il est content, maintenant il a des enfants, il a une vie normale. Alors, la technique est sortie du CHU d'Ormont quand même, puisqu'elle a été reprise par les services de neurologie et de neurophysiologie de la Salpêtrière. Et ils ont notamment publié une étude sur les mouvements normaux psychogènes. Et donc, ils ont montré l'efficacité de cette technique, d'abord purement centrale, mais ce n'est pas une étude contrôlée. Enfin, simplement au niveau de la vidéo, c'était contrôlé, c'est-à-dire que les gens qui regardaient les vidéos ne savaient pas si c'était les vidéos avant ou après. Nous, on a publié un article plus large sur nos résultats sur tous les types de troubles neurologiques fonctionnels. Et la Salpêtrière a publié un autre article qui compare l'effet de la stimulation magnétique centrale et périphérique, et ils ont trouvé que les résultats étaient équivalents, ce qui me convenait tout à fait, puisque c'est mon idée. Mais là où on diverge complètement, c'est que pour eux, comme il n'y a pas d'effet, enfin pour eux, c'est difficile d'imaginer un effet de neuromodulation de ce type de stimulation. Ils considèrent qu'il y a un effet un peu de psychiatrie comportementale, de thérapie comportementale. Le malade voit le mouvement et ça l'améliore. Et je vais vous montrer que je suis pas du tout d'accord avec cette hypothèse, que c'est pas du tout la vision du mouvement qui améliore les malades. Premier exemple, bon, oui, voilà, les résultats, je passe là-dessus. Premier exemple, cette jeune fille qui tire son pied un peu comme un boulet. D'ailleurs, il a disparu de sa tête, hein, elle ne le sent plus. Elle ne sait plus où est son pied. Hein. Et si on l'examine, hein, donc, on voit qu'il a un gros trouble de la sensibilité, à la fois tactile, algique. Le gros orteil, il est vers toi ou ferme les yeux? Voilà, il est vers toi ou vers moi? Et c'est pas où il est. Donc, et proprioceptif. Donc, trouble proprioceptif. Et donc, après la stimulation centrale, je n'ai eu aucun effet. Donc, j'ai stimulé en périphérie. Ferme les yeux. Hein? Tu sens? Non? Et là? Oui. Oui, là, ça te fait mal. 68%, c'est déjà pas mal. Et on va mettre à 100%. La fréquence. Voilà. Là, c'est à 100% et ça lui fait un peu mal. Et d'une certaine manière, on a pu récupérer on a récupéré la sensibilité propre. Voilà. Alors, je mets moins fort. Voilà. Et c'est maintenant où est son orteil. Donc, elle a pas encore bien récupéré la motricité, mais elle va le faire rapidement. Hein, vous voyez, après quelques simulations, et elle va pouvoir remarcher normalement dans les jours qui viennent. Il y a eu 2 ou 3 rechutes, mais maintenant elle va très bien. Donc on voit très bien que c'est pas voir le mouvement qui l'améliore, c'est simplement il faut stimuler le pied qui a perdu complètement sa sensibilité à la fois
tactile et proprioceptive. Une fois qu'on a réussi à récupérer cette sensibilité, la motricité, dans un deuxième temps, revient. Alors, pareil pour cette main, là, c'était une femme qui travaillait chez les pompiers. Hein, donc après la stimulation centrale, essayez de relever votre main. Montrez-moi ce que vous pouvez faire. Donc vous voyez, il y a une anesthésie totale. Ça, une main comme ça, effectivement, il n'y a pas de sémiologie neurologique qui peut expliquer ça. Baissez la main, relevez-la. Voilà, elle a fait un malaise et au réveil du malaise, elle a eu ce type de trouble. Hein, et je l'ai stimulé surtout en périphérie. Et au bout de 3 jours, donc, la main s'est complètement libérée. À quel moment 3 jours après, j'ai été chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on peut voir aussi que certains patients avec dystonie réagissent très bien à la stimulation périphérique. Il y a une dystonie de la main qui fait qu'elle ne peut plus fermer les doigts. Écarter les doigts. Et donc, on va essayer de montrer comment et là, la main gauche, c'est un peu pareil. On peut récupérer cette dystonie. Vous me dites à partir de quand ça fait mal? Ouais, là. C'est supportable? Oui. Voilà, donc on voit comment on fait la stimulation périphérique et va récupérer une motricité normale, probablement par le biais de la stimulation. Voilà, il récupère sa main. L'autre, c'est pareil. Hein. Alors, c'est là où je voudrais aborder une chose peut-être un peu discutable, mais qui me paraît importante. C'est le rapport entre les troubles neurologiques fonctionnels et les troubles de l'hypermobilité. Alors, vous avez d'un côté le syndrome d'Ehlers-Danlos, hypermobile, c'est 12 000 personnes en France, c'est relativement peu fréquent. Et ce sont des gens qui ont une hypermobilité très importante des articulations. Et ceux qui ont un trouble du spectre de l'hypermobilité, ça c'est la classification de New York de 2017, hein, donc qui ont un test de Byton qui est moindre. Mais l'idée, c'est que ces patients-là ont, puisqu'ils sont hypermobiles, ils ont un trouble du tissu conjonctif, donc qui entoure les ligaments, les vaisseaux et tous les organes. Et que dans le tissu conjonctif, il y a les capteurs proprioceptifs. Et les capteurs proprioceptifs, chez ces patients-là, peuvent, à un moment donné, à l'occasion de souvent pas grand-chose, se décompenser et entraîner un trouble. Je ne dis pas que c'est tous les patients qui ont des troubles neurologiques fonctionnels, mais dans mon expérience actuellement, qui est très, très importante, 8 patients sur 10 ont des arguments en faveur des troubles du spectre de l'hypermobilité, et ça serait 1 million de personnes, donc c'est très important. Hein, donc, par exemple, cet enfant-là, après une marche un peu prolongée, elle a les ligaments internes qui ont complètement relâché. Hein, donc, ça entraîne un trouble de la marche assez impressionnant. Et je stimule les ligaments internes uniquement en périphérie, c'est-à-dire je stimule les capteurs proprioceptifs dans le ligament interne. Ça suffit pour les retendre et voilà, récupérer une marche satisfaisante. Hein, cette femme-là, alors elle avait une sémiologie qui était difficile à analyser, enfin pour les neurologues hein, qui s'en sont occupés. Ils avaient même évoqué le fait qu'il y avait peut-être une myélopathie cervicarthrosique parce qu'elle avait une discopathie. Voilà. Mais on voit très bien que c'est plus une instabilité des articulations à la fois de la hanche et des genoux qui est la cause de ce trouble. Et donc, j'ai stimulé les membres inférieurs et notamment les articulations, les genoux et les hanches. Et bon, elle a rechuté 2 fois, mais ce que je veux dire, elle a récupéré une marche normale et donc on a permis d'éviter toute intervention sur la moelle épinière. Hein. Alors là, cette patiente-là, voilà, il y a très longtemps, c'est une vieille vidéo, c'est une enfant qui venait de Reims, hein, qu'on m'avait envoyée pour une simulation parce que ça faisait 2 mois ou 3 mois qu'elle était dans un centre de rééducation et qu'il ne s'en sortait pas.
la stimulation tout de suite l'a récupérée. Et il faut voir qu'elle faisait en même temps des crises non épileptiques. Là, elle a un état de non-réponse. Et donc, voilà. Donc, il y a l'association de paralysie, d'état de non-réponse. Le dramatique de cette histoire-là, c'est que j'ai essayé de convaincre mes collègues de continuer à la stimuler, mais ça n'a pas pu être fait. Et notamment, il y a des capteurs proprioceptifs dans la vessie, et elle a complètement bloqué sa vessie en mettant en risque les reins, et ils ont dû lui retirer la vessie. C'est-à-dire que, vous voyez, ça peut avoir des évolutions quand même assez dramatiques. Pour une jeune fille, ne plus avoir sa vessie et donc une poche, c'est quand même très dommageable, alors que normalement, moi, je suis absolument sûr, j'améliore les fonctions vésicales en stimulant, en mettant la bobine sur la vessie, et normalement, il récupère une fonction normale. Bon, une autre situation enfin, j'en ai vu plusieurs comme ça. Voilà, allez-y. Il n'y a pas de fin de règne heureuse. Ce sont les dyskinésies des cordes vocales. Cette patiente allait se faire tous les 3 mois des injections de toxines botuliques à Rothschild, hein, c'est le traitement, mais avec tous les problèmes que ça pose, notamment de troubles de déglutition pendant les semaines qui suivent, et c'est relativement douloureux. Et donc, j'ai proposé une stimulation directe des cordes vocales. Ça fait mal? Non. Vous voyez, c'est pas trop méchant, en tout cas, elle. Ça commence à faire mal, là. Voilà. Et donc, après la stimulation. Après la stimulation périphérique, je vous écoute. Uniquement. Il n'y a pas de fin de règne heureuse. L'histoire politique est souvent tragique, presque toujours mélancolique. Pour elle, la dernière année des elle m'envoyait un mail qui me disait tous les matins, je me réveille en disant merci docteur pour être sûr que ces cordes vocales continuent à bien fonctionner. Et quoi qu'il en soit, on peut avoir des effets, pas toujours aussi impressionnants, mais dans une majorité de patients avec dyskinésie des cordes vocales, on a cet effet. L'idée, c'est de stimuler les capteurs proprioceptifs des cordes vocales pour qu'ils puissent récupérer une motricité normale. Alors, ça, je vais vous montrer quelques échecs parce qu'on va me dire que je suis un peu optimiste, mais simplement pour vous montrer que c'est une maladie particulière. Parce que ça, c'est la mère. Alors, ça fait 10 ans qu'elle est comme ça. Vous voyez, les genoux se tordent un peu dans tous les sens. Enfin, elle a un nerf dans l'os à l'évidence. Hein, et sa fille, hein, donc voilà sa fille, qui a un trouble de la marche. Et ça, il s'avère que la sœur a le même type de trouble, est suivie à Rennes, et effectivement, les neurologues ne comprenaient pas qu'il puisse y avoir une maladie familiale. Mais en fait, ils ont tous les 3 un LR dans l'os, et souvent vous retrouvez 4, 5, 6 personnes dans la famille qui peuvent avoir le même type de trouble, pas toujours avec la même intensité des symptômes, hein, parce que vous pouvez avoir un LR dans l'os et aucun symptôme neurologique, mais ça vous prédispose à avoir des troubles fonctionnels neurologiques. Alors, celle-là, bon, c'est une histoire assez étonnante, une élève en menuiserie, hein, et elle se fait faire une prise de sang sur le bras droit, et 2 heures après, anesthésie. Et combien de temps après la paralysie? Et là, tu peux plier un peu le bras? Anesthésie et paralysie totale, non. 2 heures après. Donc, un petit stimuli va déstabiliser les capteurs tout autour. Donc, on stimule, on récupère. Ça faisait quand même 2 mois qu'elle était comme ça. Voilà, donc on a récupéré. Et je l'ai revue 2 ans après, vous voyez, elle a changé de couleur de cheveux, hein, pour la même paralysie du bras droit. En fait, alors je vais poser la question de savoir si c'était repris prise de sang. Ben non, elle avait eu
une émotion importante, on ne va pas rentrer dans les détails, et comme quoi le petit stimuli physique ou le phénomène émotionnel peut, sur une région, je dirais, propice et fragilisée, avoir exactement les mêmes symptômes. Donc là, elle a une paralysie du bras droit, elle ne peut pas bouger le bras, hein, la main, et anesthésie totale. Et donc, après la stimulation, on l'a récupérée tout de suite, quoi. Voilà. Hein, donc, c'est pareil, là, je vais vous montrer qu'un traumatisme physique peut entraîner autour de ce traumatisme un déficit. Cette jeune fille s'est faite une paralysie du tibia, elle est opérée, et donc, au réveil, voilà, elle a eu une paralysie de la racine du membre. Il n'y avait pas d'explication. C'est-à-dire, elle ne peut pas écarter la jambe, elle ne peut pas la mettre en arrière, elle ne peut rien faire avec sa jambe. Ça me fait mal parce que la cheville, elle est un peu... Ah oui. Alors, est-ce que tu peux avancer la jambe en avant et en arrière, ou la reculer en arrière? Non, ça, ce mouvement, elle le fait uniquement en balançant le bassin. Latéralement. Hein, alors qu'après la stimulation de la racine du membre... Voilà, alors tu essaies d'avancer ta jambe. Ah ben voilà. Voilà, elle a récupéré la motricité de la racine, donc pour elle, au niveau de la rééducation, ça va être beaucoup plus facile. Hein? Et même, chose assez étonnante, c'est parce que ces gens-là ont souvent, dans les troubles du spectre de l'hypermobilité, il y a des troubles oculomoteurs. Hein, les muscles oculomoteurs ne sont pas épargnés, quoi. Et donc, si vous regardez cette vidéo-là, là, vous voyez, elle ne peut pas, elle a une diplopie, et donc elle ne peut pas regarder à gauche. Hein, et en stimulant, c'est-à-dire on met la bobine sur les yeux, il n'y a aucun danger. Hein, comme on le mettait sur les cordes vocales. Voilà, elle est contente. Bon. Et alors, là où je voulais revenir sur la progressivité de ces maladies, et c'est là où vraiment je crois que y a une chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas laisser les malades évoluer comme ça. Cette patiente-là, elle a commencé par avoir une algodystrophie de la cheville gauche, et sa jambe gauche, elle ne sent plus, elle est sortie du cerveau, elle n'existe plus, on est obligé de mettre des orthèses. Et progressivement, ça évolue vers une dystonie de la main gauche. Hein, c'est comme, voilà. Donc, j'ai pu récupérer, comme voilà, donc, la dystonie de la main était plus récente, vous voyez, c'est une dystonie quand même, c'est costaud. Et donc, voilà, j'ai fait la stimulation de la main. Là. Et pendant qu'on stimule, on essaie de libérer la dystonie. Je peux monter un peu plus fort ou... Oui, parce que là... Parce que souvent, il y a une hypoesthésie, alors il faut mettre des intensités assez élevées. Hein. C'est pour ça que j'ai des bobines à refroidissement, hein, qui permettent de faire des stimulations à intensité assez élevée. Et là, donc, elle va récupérer une motricité de la main. C'est immédiat. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc, c'est revenu. Voilà. Et là, par exemple, c'est dramatique, ces histoires-là. C'est-à-dire, elle a été diagnostiquée l'air dans l'os par les généticiens. Donc, il faut vraiment qu'elle ait tous les critères. Hein. Et elle a commencé sa maladie par une entorse du pouce droit. Et après, paralysie progressive du côté droit qui a basculé du côté gauche. Et voilà, elle est maintenant dans cet état dramatique. Dans ces cas-là, souvent, je ne peux rien faire. Hein. C'est-à-dire que c'est au-delà de toute thérapeutique. Les capteurs sont éteints. Et en plus, ils ont souvent une hyperesthésie. Et donc, je ne peux rien faire. Voilà. Donc, il faut absolument éviter ces évolutions. Hein. Là, c'est pareil. Pourtant, il est menuisier. Lui, c'est pas ancien, là. Il a fait une migraine et après une paralysie du bras droit avec anesthésie. Et bizarrement, même si c'est récent, l'extinction des capteurs est telle que j'ai rien pu faire pour sauver son bras.
Là, il ne sent pas où est le membre. Là. Et il ne sent rien. Et j'ai eu beau le stimuler X fois, j'ai rien. Alors là, c'est pareil. C'est-à-dire, ça a été pris pour une sclérose en plaques. Donc, ça a évolué sur 4 ans. Et là, j'ai rien pu faire pour récupérer la jambe. Alors, lui, c'est assez particulier parce que il a fait une chute au cours d'un match c'était du basket. Et il s'est fait une douleur de l'épine iliaque antéro-supérieure. Et voilà. Et comme c'était très douloureux, ils l'ont mis sous morphine, ils l'ont alité pendant 1 mois et il a perdu sa jambe. Il a perdu sa jambe comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'il ne sait plus du tout où elle est. Et il a été mis dans un centre de rééducation, mais très actif à Lille. Et malgré la rééducation, il était en train de perdre la sensibilité de l'hémicorps droit et même la perte de la force du bras droit. Et j'ai pu récupérer la sensibilité, c'est-à-dire j'y allais progressivement pour récupérer. Donc il faut toujours se mettre sur les limites entre insensibilité et sensibilité pour récupérer. Et donc j'ai récupéré son bras droit, j'ai récupéré la sensibilité du bras droit, j'ai récupéré la sensibilité du thorax, j'ai récupéré une partie de la sensibilité de la fesse. C'était par petit, je stimulais, le lendemain il avait un petit espace de récupération, parce que pour lui, c'était très douloureux de rester assis. Il est étudiant à Oxford, ce jeune homme-là. Et donc, assister au cours, maintenant, il peut s'asseoir et ne plus avoir mal. Hein, alors, là, vous trouverez un peu tout dans le site, hein, tous les symptômes qu'on peut avoir dans ces troubles-là. Hein, pour faire les diagnostics, il y a des questionnaires. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout est sur le site. Hein, donc, voilà, il y a le test de Beighton qu'on fait, mais il faut savoir que le degré d'hypermobilité n'a aucun intérêt, quoi. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a des troubles proprioceptifs. Hein. Alors, pour la fibromyalgie, je vais vite passer un petit peu, voir comment ça se présente pour moi. Voilà. Hein, donc, vous voyez, là, c'était une grande sportive, hein, elle faisait de la danse. Elle ne peut pas lever les bras plus que ça. Les mains sont bloquées, les mains sont raides. Voilà. Elle ne peut pas se pencher en avant. Voilà, elle essaie de se pencher en avant, mais c'est très difficile. Et donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient dans un grand nombre de cas, dans certaines fibromyalgies. Hein. Voilà. Bon, donc elle peut, c'est-à-dire qu'on supprime la raideur, elles se sentent plus légères, parce que c'est comme si elles avaient une armure sur elles, et on fait sauter l'armure. Hein. Et quelquefois, je constate dans certaines fibromyalgies des déficits moteurs. Hein. Vous voyez. Et donc, là, c'est pareil, le pied gauche est plus ou moins anesthésié, éteint, et on le récupère. Je vais passer assez vite là-dessus pour vous. Voilà, c'est après la stimulation, les mains étaient raides et peut bouger les bras. D'abord, vous voyez qu'elle a l'air contente, hein, et se demande qu'est-ce qui se passe. Hein, et puis le pied, il a complètement récupéré. Voilà. Alors, simplement, là, je voudrais terminer sur un concept que je suis en train de développer, c'est le concept de stimulation magnétique à domicile. Hein, ça paraît étonnant, hein, les hôpitaux ont du mal à s'équiper de matériel, et moi, j'essaie d'en mettre chez les gens, parce que ce jeune homme-là, qui avait aucune psychopathologie, hein, qui est ingénieur en télécommunications, il était en chaise roulante depuis 5 ans. Alors, il a été vu par les grands pontes de la neurologie au CHU,
On lui a dit que c'était psychiatrique, quoi. Et il est venu me voir en 3 minutes en stimulant les jambes. Là, il marche comme ça au départ. Voilà. Et donc, après 3 minutes, voilà. Donc, mais le problème, c'est que l'efficacité, ça dure 48 heures. J'ai pas pu allonger la durée d'efficacité de la stimulation, et donc il a été jusqu'à acheter un appareil. Il se fait des stimulations quotidiennes. Il a un métier où il se balade pas mal et il emmène le stimulateur dans sa voiture et il se fait ses stimulations. Il me téléphone quelquefois quand il va faire du ski avec les enfants. Enfin, voilà, hein, il y a eu une prise en charge différente avec un résultat totalement différent. Là, c'est un enfant, là, c'est pareil. Il a des troubles de la marche avec une gêne au niveau du genou. Je le stimule et récupération immédiate. Mais ça dure 48 heures et les parents ont aussi acheté une machine à domicile parce que c'est le seul moyen pour lui d'avoir une vie normale. C'est pas possible pour moi de voir les gens tous les 48 heures. Et puis enfin, bon, dernière vidéo, c'est pour dire que tout compte fait, j'ai rien inventé. Ça, c'est les documents qui ont été déclassifiés au bout de 100 ans de la guerre de 14. Le syndrome post-traumatique de la guerre de 14, c'était, excusez-moi, c'était des troubles neurologiques fonctionnels. Hein, Ce film, tourné dans la cour de l'hôpital de Salins, est, il est vrai, sensationnel. Rien ne lui résiste, voilà. Ni les lordoses, avec des marches en canard. Avec des stimulations électriques. Ni l'astasie-abasie. Voilà. Ni les pieds-beaux hystériques. Et vous avez le plicaturé. Et surtout pas les plicaturés qui, en quelques minutes, n'ont plus besoin de béquilles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils utilisaient la stimulation électrique, mais il fallait monter le rhéostat, hein, parce qu'il faut que l'électricité, ça traverse la peau et que ça aille en profondeur. Bon, en plus, ils pensaient que ces malades simulaient plus ou moins, donc on les injuriait en même temps. Donc c'était, on était pas loin de la torture, quoi. Mais n'empêche qu'il y avait une efficacité. Enfin, même si certains neurologues contestent qu'il y avait vraiment une réelle efficacité, c'était la seule chose qui marchait. Et en fin de compte, la simulation magnétique périphérique que j'utilise, c'est la forme moderne de ça. C'est-à-dire que le champ magnétique, il va traverser la peau, il va rencontrer en profondeur les filets nerveux, les capteurs et tout ça. C'est l'équivalent d'un circuit fermé. Donc, un champ magnétique variable dans un circuit fermé, ça crée un courant. Et donc, ça stimule les capteurs. Donc, en fin de compte, j'étais étonné de voir que les vidéos, je pensais être un peu les premiers à en faire autant. Et ben non, ils en faisaient il y a plus de 100 ans. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir eu la patience d'écouter tout ça.